Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Finalement, les Maliens à l'intérieur du pays, comme dans la diaspora, ont pu voter ce dimanche dans le but d'élire celui qui va présider à la destinée de la grande nation malienne pour les 5 années à venir. Toutefois, pour une fois dans l'histoire de notre démocratie, tous les Maliens ont peur, à tort ou à raison, mais pourquoi et surtout de quoi? Et une fois de plus, mesdames, messieurs, merci à vous de rester fidèles au programme d'Africable Télévision. Tout de suite, l'après 29 juillet, avec nos invités qui sont Dr Brahima Eli Diko, sociologue. Dr Diko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, docteur. Mesdames, Messieurs, nous sommes également en compagnie de M. Aliou Amadou Sango, spécialiste en communication des institutions. Monsieur Sango, bonsoir. Bonsoir et merci de l'occasion que vous m'offrez de se prononcer ce soir sur un sujet aussi important à la nation. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci. Notre troisième invité est M. Boubacar Bokoum, analyste politique. Monsieur Bokoum, bonsoir. Bonsoir, M. Dissa. Et bienvenue à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Mesdames, Messieurs, notre quatrième invité est Dr Thiemoko Traoré, enseignant-chercheur. Dr Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. 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 Monsieur Boubacar Bokoum, vous êtes analyste politique. De 1992 à 2018, ça fait 26 ans de démocratie au Mali. Cette démocratie nous a-t-elle apporté quoi en termes d'acquis selon vous? Merci Dissa de m'avoir posé cette question qui est une question cruciale vu que nous avons 27 ans aujourd'hui que le Mali se cherche. Après les indépendances, c'est vrai que nous avons connu une courte période d'essai par rapport à la politique communiste socialiste de l'époque et ensuite 23 ans de dictature qui a mis le pays carrément dans une situation conflictuelle interne très grave qui a donné naissance à la révolution de 91 bien entendu. Et depuis là, cela a donné de l'espoir par rapport à ce qu'à l'époque, parce que le courant venait de l'Est, c'était le vent de l'Est, ce qu'on avait appelé la perestroïka, la glasnost, donc ce qui a permis de faire rêver à un moment donné les États africains par rapport à la disponibilité d'aller vers une démocratie, plus d'ouverture au multipartisme. Mais malheureusement, force est de constater qu'il faut reconnaître à un moment donné que nous n'étions pas suffisamment outillés pour aller à cette démocratie. Donc cela nous a pris du temps aujourd'hui pour s'adapter aux différents principes de la démocratie réelle, qui ne nous a pas donné l'opportunité aujourd'hui d'avoir des dirigeants suffisamment engagés dans le principe pour aller à une éducation citoyenne très avancée pour que nos compatriotes s'approprient le principe même démocratique et l'engagement citoyen qui aurait dû nous permettre aujourd'hui d'émerger. Malheureusement, nous en sommes encore là. D'accord. Et en termes d'acquis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En termes d'acquis, l'opportunité aujourd'hui qui nous est offerte d'être sur un plateau comme le vôtre prouve à suffisance que l'ouverture démocratique a permis une certaine prolifération des médias. Mais j'avoue que ces médias ont été utilisés dans le mauvais sens. Je pense que ce n'est pas le communicateur qui me contredira, parce que les politiques ont très vite compris depuis l'Antiquité quelle est la puissance de la communication dans la gouvernance. Donc du coup, quand on remonte même dans notre histoire au Djelia et tout ça, les griots ont servi de véhicule du message du chef, soit en terrorisant ou en faisant passer les messages pour une gouvernance qui était à l'époque ce qu'elle était. Mais tout le temps est-il dit que la communication est utilisée aujourd'hui dans le mauvais sens par nos gouvernants. C'est ce qui est dramatique. Donc la communication institutionnelle pose énormément de problèmes. Les politiques qui se sont appropriés de la communication juste pour faire passer leur message, alors qu'ils ne sont pas inscrits réellement dans des politiques de développement durable. Merci Monsieur Bokoum. Monsieur Sango, justement, vous êtes communicateur. En plus de la possibilité de pouvoir communiquer, quels sont les autres acquis démocratiques? Je vous remercie de m'adresser cette question. C'est bon, c'est bon. De m'adresser cette question. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. Bokoum qui est pertinent à mon avis. Et je sais aussi que l'un des acquis les plus importants de la démocratie, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est vrai, c'est un acquis et tout le monde en parle. Mais qu'est-ce qu'on en fait?
Effectivement, c'est ça le problème. Je crois qu'il y a un contour d'excès dans l'exercice de cette liberté qui pousse aujourd'hui à permettre à des gens de dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qui étaient les acteurs de la démocratie à l'époque voulaient en faire. Il s'agit de parler, de pouvoir parler, mais de parler trop, de parler dans un contour qui n'est pas en fait réglementé, c'était pas bien. Donc aujourd'hui, un acquis de la lutte démocratique, c'est l'expression libérée, mais c'est l'excès de l'expression aussi qu'on voit aujourd'hui. Donc il faudra penser à une autre approche pour gérer cette question. Merci M. Sango. Docteur Diko, quel autre acquis vous voyez en plus des libertés d'expression, des libertés individuelles? Bon, je pense qu'en plus de la liberté d'expression, on peut noter le multipartisme. Quand même, beaucoup m'a cité les 23 ans de dictature, c'était un parti unique. Et aujourd'hui, nous avons, on ne sait même plus combien de partis, en tout cas plus d'une centaine. Et c'est pour ça que nous avons au moins 24 candidats. En plus de ça, il faut noter que grâce à la démocratie, on a quand même essayé de rapprocher les pouvoirs des administrés. Parce que quand on dit démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par les peuples et pour le peuple. Et dans l'ancien contexte, nous avions un État qui était très centralisé, donc qui était très éloigné des préoccupations des populations. Et on sait qu'en faveur de l'avènement de la démocratie, on a essayé de réformer la gouvernance. Et c'est pour ça qu'on a fait venir la décentralisation, qui est une nouvelle réforme administrative qui permet d'accorder l'autonomie financière et de gestion à des collectivités qui ont été créées. Et au Mali, c'est vrai qu'il y avait des communes qui avaient été créées sous la colonisation, sous le temps de Moussa Traoré, etc. Mais les 682 autres communes qui ont été créées, c'est en tout cas dans l'ère démocratique. Et aujourd'hui, nous avons 703 communes qui sont librement, entre guillemets, administrées par des personnes qui sont élues au niveau local. Et ça, c'est important parce que ça permet de rapprocher les pouvoirs des administrés. En dehors de ça, on peut noter quand même la prolifération des centres de santé. Enfin, disons que depuis l'ère démocratique, on assiste à une sorte de promotion des services sociaux de base. Depuis les années 94, on voit que sur tout le territoire, il y a des centres de santé communautaires qu'on appelle les CESCOM qui ont proliféré. On a aussi des radios communautaires qui ont permis, ça c'est la liberté d'expression, mais c'est important de le noter comme un fait majeur à partir des années 97. Il y a eu des radios privées avant, mais en tout cas, à partir de cette date-là, on a vu que des radios communautaires ont été un peu partout. Et cela a permis de sensibiliser des gens. Et quand vous voyez même la question de l'accès à la justice, des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a l'impunité, etc. Mais en faveur de la décentralisation, là encore, on voit qu'il y a eu des choses. Je pense qu'au-delà, il faut noter qu'un certain esprit d'entreprise s'est développé. Et c'est pour ça que de 92 ans maintenant, on a nombre de Maliens qui ont pu créer des entreprises qui embauchent des centaines, voire des milliers de personnes. Voilà, entre autres, rapidement, je pense, quelques acquis de la démocratie. C'est vrai qu'il y a encore un chemin à parcourir, mais c'est déjà un bon début. D'accord, merci Dr Diko. Dr Traoré, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter à cette liste des acquis de la démocratie? De façon raccourcie, ici, nous révisitons l'histoire. Une des préoccupations des associations à l'époque, c'était le multipartisme. Parce que dans la lettre de démission du secrétaire politique de l'UDPM à l'époque, Djibril Diallo, il était clairement mentionné que l'UDPM, le parti unique à l'époque, avait atteint son seuil d'incompétence. Donc il fallait amener le multipartisme et cela allait amener une nouvelle race de gestionnaires du pays. Donc dans cette dynamique, et une des préoccupations aussi était qu'on puisse avoir la liberté de presse et la liberté d'association. La liberté d'association, à un moment donné, existait. La liberté de presse aussi est venue avec les Échos et Aurore. Donc, et les Maliens à l'époque étaient très friands. Donc on voulait savoir les dérives du système. On voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la chose publique. Et la presse, dans ce processus, joue un rôle incontournable. Mais dans ce pays, quand on veut parler de la presse aussi, il faut à un moment donné parler de l'expression publique, parler du statut de la presse. On ne peut pas aussi faire l'économie sur le statut précaire de la presse, surtout dans le domaine du secteur privé. Donc, ce qui est bien avec la démocratie, nous avons la possibilité de débattre de tout cela, nous avons la possibilité de dégager des pistes de réflexion. Avec le multipartisme, nous avons également la possibilité, ensemble, d'avoir des points de vue différents et discuter
en toute intelligence. D'accord. Au finish, finalement, monsieur, comme acquis, nous avons la liberté d'expression, le multipartisme, la décentralisation, les réalisations faites par les différents dirigeants qui se sont succédés au pouvoir démocratique. Mais monsieur Bokoum, est-ce qu'en 1991, c'était seulement là les seuls idéaux qui poussaient ces acteurs-là à aller dans la rue? Sinon, quels sont alors les autres idéaux oubliés? Merci, M. Dissa. J'aimerais juste paraphraser nos anciens qui disaient que avoir un couteau est une bonne chose, mais quel usage on en fait, ça n'est une autre. Tu peux facilement passer de celui qui va couper la viande à celui qui deviendra un assassin potentiel. Donc l'instrument, il est là. Mais il est évident que ce n'était pas réel cette histoire de révolution. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ce qui manque dans ce pays, c'est qu'on n'a jamais eu le courage, après tout ce temps. Je pense que votre débat aujourd'hui aurait servi le cadre d'une conférence inclusive nationale malienne pour qu'on se parle franchement par rapport à toutes ces dérives et voir quelle orientation nous pourrions avoir par rapport à toutes ces analyses que nous faisons par rapport au développement de notre pays. Alors, il est évident que effectivement, quand vous comprendrez pourquoi les gens se sont révoltés en 91, il y avait un mal-être. Ce n'était pas fondamentalement juste une quête de démocratie en tant que telle. Parce qu'on ne peut pas se révolter et demander quelque chose dont on ignore tout. À l'époque, quand on arrivait en 91, c'est ce qui a expliqué d'ailleurs la difficulté de gouvernance d'Alpha Omar Konaré, qui a été obligé de liquider 2 premiers ministres parce qu'il ne parvenait pas à gérer le pays à cause du mensonge préalable. Parce qu'on a promis aux gens plein de choses qui n'étaient pas réelles. Donc, du coup, on va vers la transparence démocratique, mais le vrai enjeu, c'était un enjeu de développement et de la pauvreté. C'est vrai, les gens étaient muselés, mais le problème de salaire à l'époque avait beaucoup pesé dans la balance pour qu'on embarque l'UNTM. Et quand l'UNTM est rentré dans la phase de la grève illimitée, et c'est là où Moussa Traoré a compris qu'il ne pouvait plus gouverner. Donc en réalité, le vrai problème, c'était plutôt un problème de développement économique. Et là, je pense qu'on est resté sur notre faim. Parce que depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, nous avons assisté à une certaine forme de libéralisation, exact, comme M. Diko l'a dit, mais malheureusement, le denier public n'a senti que des effets négatifs, parce que c'est à ce moment que nous avons compris pour la première fois au Mali qu'on a commencé à assister à des milliardaires, qu'on a commencé à voler sans pouvoir laisser des traces, parce que la loi malienne ne permet pas de traquer quelqu'un parce que juste de façon visuelle la fortune est étendue. Il fallait qu'on trouve la preuve matérielle de ce vol. Alors on a inventé des subterfuges pour permettre de voler sans laisser des traces. Ce qui a amené une certaine dérive au niveau de l'éducation, parce qu'avant on était heureux de voir nos parents pauvres, mais nous étions riches de notre pauvreté, comme le disait Norbert Zongo. Mais du coup, aujourd'hui, le repère devient la fortune. Peu importe maintenant comment on obtient la fortune. Et ça, c'est une grosse dérive du système démocratique. Nous allons avoir le temps, en fait, de parler des échecs de ce mouvement dit démocratique. Mais pour l'instant, Monsieur Sango, dites-nous en 91, en plus des revendications pour avoir plus de liberté d'expression, pour, je ne sais pas, le multipartisme, pour la décentralisation, la liste que vous venez de citer. Mais en plus de ces revendications, quelles autres revendications étaient là en 91? En fait, en parlant des revendications, je crois que vous avez tout cité. Mais au-delà de cela, il y avait des enjeux géostratégiques qui entouraient l'événement de 90. Si vous voyez un peu dans la géosphère des pays qui nous entourent, vous voyez qu'à part la Guinée qui est arrivée à l'indépendance en 1958, 10 ans après, les pères fondateurs étaient en train de quitter le pouvoir. Et les militaires sont entrés par la fenêtre pour gérer le pays. Jusqu'en 2000, il fallait faire venir les enseignants et tout ça. Donc en fait, au-delà des revendications nationales et internes, au-delà de l'élite politique qui a souvent fomenté des raisons pour accéder à telle ou telle position, il y avait des enjeux géostratégiques qui venaient à ce que des positions se changent dans chaque 10 ans, chaque 20 ans. Et d'autres choses, d'autres phénomènes arrivent. Et bientôt, si on
on ne fait pas attention, je crois qu'on aura le temps d'en parler. Donc, à part ces raisons-là internes qu'on a citées ici, mais il faut savoir aussi qu'il y a toujours des enjeux extérieurs qui viennent agrémenter la sauce pour que tout le monde puisse... D'accord. Docteur Traoré, M. Bokoum parlait tout de suite du détournement des deniers publics, il parlait aussi de leurs conséquences sur l'éducation des jeunes. Tout cela que nous pouvons appeler échec en fait, du mouvement de mars 91. Est-ce que à ces deux éléments, vous avez d'autres éléments à ajouter alors, dans cette liste en fait, de choses qui n'ont vraiment pas du tout marché dans l'ère démocratique? Oui, dans le même ordre d'idée que M. Bokoum, qu'est-ce qui a motivé le coup d'État? Ne nous voilons pas la face. À cette époque, on demandait le multipartisme, on demandait la possibilité d'avoir d'autres forces sociales. Et comme vous le savez, c'était le parti, c'est l'UDPM qui gérait tout. C'était l'UDPM même en termes de préséance qui venait. Donc le secrétaire général de l'UDPM d'office était le président de la République. Donc il n'y avait pas de débat autour. Donc à un moment donné, on a sollicité cela. Et je renforce ces idées par rapport à ça. Il y a non seulement l'UNTM, mais aussi le SAM, le syndicat autonome de la magistrature, qui a pesé de tout son poids par rapport à cette dynamique. Donc on se dit, le problème dans ce cas, ce n'est pas le multipartisme. Le problème, c'est le secrétaire général. C'est le secrétaire général à l'époque de l'UDPM qui posait un problème. Et il fallait qu'il commence à quitter le pouvoir. En quittant le pouvoir, en ce moment, on allait avoir un autre écosystème qui allait permettre à d'autres forces sociales d'exposer leurs capacités pour le meilleur, pour un vivre en commun aussi, et essayer de mieux cerner les problèmes de l'époque. D'accord, oui, merci. Un problème de micro. Oui, justement, il faut vraiment parler dans le micro pour que nous puissions bien vous entendre. Merci. Docteur Diko, quels sont les grands échecs? Alors, grands échecs, c'est un jugement, mais de toute façon, c'est qu'on voit, il y a un problème au niveau de l'éducation. Moi, en tant qu'enseignant, si je dois donner des exemples, c'est vraiment parler de l'éducation, parce que moi, j'étais pas là dans les années 60. Le régime de Moussa, j'ai soulevé sous son régime. Mais de toute façon, quand vous écoutez les anciens, on vous parle de la réforme de 1962 et au niveau de l'éducation qui avait pu former des hommes valables, et donc on disait que le premier, ça faisait plaisir d'écouter les Maliens à l'ONU. Mais d'année en année, on a formé finalement des générations sacrifiées. C'est-à-dire que autant on a réussi à créer l'école, un village, une école, d'une certaine manière, en tout cas avec ces slogans, créer beaucoup d'écoles, autant d'une certaine manière on a sacrifié, de mon point de vue, notre génération. Parce que l'école est devenue une école de rabais, où les enseignants sont mal formés, et donc un enseignant mal formé ne peut avoir qu'un produit qui est mauvais. C'est vrai que bon, chaque génération a ses mauvaises graines et ses bonnes graines, soit, mais de ce point de vue, l'école reste vraiment, je pense, un des échecs de cette ère démocratique. Après, l'autre échec majeur, c'est la question de l'effritement de l'autorité de l'État. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, même les simples agents des eaux et forêts en campagne étaient craints. Et donc, de ce point de vue, au fil des ans, l'autorité de l'État a été bafouée. Bon, on parle du comportement des hommes d'État eux-mêmes, finalement, qui ne sont pas des exemples. Voilà. Et donc, lorsque eux-mêmes ne sont pas des exemples, ils ne peuvent pas dire faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que moi je fais. Et vous voyez qu'un autre échec, c'est, je pense, la gestion de l'environnement. En fait, à l'époque, on voyait très peu de bois coupé. Et on avait une certaine, je pense, mesure. On arrivait à gérer bien, à planter des arbres, des choses comme ça. Il y avait plein de programmes. Mais de plus en plus, au quotidien, qu'est-ce qu'on voit? C'est des fagots de bois, c'est des citernes remplies qui sont déversées à Bamako. Et donc, chaque année, le désert avance au moins d'1 kilomètre. Alors, au-delà de ça, je pense qu'il y a eu aussi un effritement majeur de nos valeurs. C'est vrai que la démission parentale peut s'expliquer, mais un État est garant du bien-être collectif individuel. Et donc, lorsque l'État, tout à l'heure, beaucoup le disait, le baromètre de la réussite devient l'argent, les valeurs de travail, d'honnêteté, de respect de l'autre, du bien public, etc., sont bafouées. Et finalement, celui qu'on respecte, c'est celui qu'on voit qui s'enrichit, qui du jour au lendemain construit une villa. Quand bien même que tout le monde sait qu'il a volé l'argent.
Bokoum l'a dit, c'est vrai que quand on voit les milliardaires maliens, aucun d'entre eux n'est né en fait ayant le milliard dans leur famille. Pour la plupart, ils sont riches de l'État. Et cela est valable pour la plupart des entrepreneurs. Vous voyez que la plupart des entrepreneurs que vous voyez au Mali, dont on cite, sont des gens qui sont riches de l'État. C'est par clientélisme. Donc c'est vraiment un autre échec, je pense, criard, et qui peut-être, si on arrive à le résoudre, arrivera peut-être à trouver un début de solution. C'est l'impunité. Chaque année, vous regardez, il y a le rapport du vérificateur général, 70 milliards, 100 milliards, oui, mais justement, docteur, et à l'époque, en 1991, ils avaient une expression dans la bouche, Kokadje, oui, c'est lutte contre la corruption. Oui. Et ils ont mis en place depuis beaucoup d'institutions, beaucoup de structures pour lutter contre cette corruption-là quand même. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'au Mali, lorsque vous ne voulez pas résoudre un problème, vous mettez en place des commissions, de ceci, de cela. Parce qu'en réalité, le bureau du vérificateur, c'est une demande des institutions internationales. On aurait pu ne pas les mettre en place, on a des contrôleurs dans les services, ils pouvaient contrôler. Quand bien même que vous contrôlez, vous faites des rapports qui sont remis au président de la République. Ces rapports-là dorment dans les tiroirs. Les gens qui détournent ces sous sont connus. Mais qui est inquiété? Personne. D'ailleurs, et souvent, on le dit même maintenant que quand vous voulez, vous allez voir un avocat, il vous pose en fait 2-3 questions. Est-ce que ce que vous avez détourné, il en reste un peu? Il faut dire beaucoup. Est-ce que vous avez mangé seul? Non, j'ai mangé avec tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, ils ont trouvé un système où quand vous détournez les sous, vous essayez de graisser un peu tout le monde. Et la troisième question, c'est combien ma part? Et donc finalement, on voit que ceux qui ont détourné les milliards ne sont pas inquiétés. Ceux qu'on met un peu dans les prisons, c'est un peu les frélatins, quoi, qui ont 50 millions, c'est pas 20 millions. Donc en fait, ils ont institué, je pense, pendant ces 27 années, une sorte de clan. Quand vous voyez, peu importe le régime, c'est toujours les mêmes qui sont ministres, qui sont ceci ou cela. C'est exactement les mêmes. Quand quelqu'un est content, à un moment donné, il est frustré parce que lui va être le candidat du parti, il ne l'est pas. Et c'est encore un de leurs qui s'apprête à être encore président de la République. En fait, c'est toujours ça. Pour les 25 Donc c'est exactement le même. C'est une sorte de mafia. Merci, monsieur Bokoum. Alors, quel autre échec vous pouvez en fait nous citer? Mais je résume que dans l'ensemble, à part les quelques éléments des médias qui ont été libéralisés, l'échec il est total parce que la classe politique a manqué totalement de vision stratégique globale. Parce que le défi dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on est dans une forme d'alternance à laquelle M. Diko vient de faire allusion tout à l'heure. C'est les mêmes hommes qui vont revenir parce que c'est eux qui ont la manne financière. Donc c'est une mafia qui est là, qui est installée et qui va continuer à proliférer et à gangréner notre société. Mais juste ce qu'il faudrait comprendre, quand nous critiquons souvent le mouvement démocratique, les usurpateurs pensent qu'il s'agit d'eux. Parce qu'il faut utiliser les termes d'usurpation. Parce que le mouvement démocratique, chacun d'entre nous a contribué à changer le principe. Parce que tout le monde était meurtri à l'époque. Maintenant, ceux qui ont été chargés de diriger au nom de ce mouvement démocratique, ils ont trahi. C'est ça la triste réalité. Donc, il y a eu un détournement d'objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1991? Les dirigeants qui se sont installés ont juste essayé de construire les clans à travers les quelques partis politiques. Quand vous regardez l'émanation des 200 et quelques partis politiques que nous avons aujourd'hui, à l'origine, c'est l'ADEMA, SNID, Association, c'est en gros 3 ou 4 gros partis qui étaient là, maintenant qui sont allés en déconfiture. Donc c'est la même classe qui continue dans sa quintessence à continuer à gérer. D'accord. Donc la gouvernance en elle-même, elle repose sur quoi en réalité? Sur le vol. Et c'est pourquoi aujourd'hui les candidats propres ne parviennent pas à émerger. C'est ça la triste réalité. Vous avez des grandes compétences dans ce pays. On ne veut pas nous faire croire que l'élite entre guillemets politique qui est là aujourd'hui est la seule susceptible ou capable de gérer ce pays. On a des intelligences, mais juste qu'ils n'ont pas eu le temps de se tremper, le temps de se faire la poche. Imaginez-vous par exemple un assesseur dans 23 000 bureaux de vote. Un assesseur, vous le payez à peu près à 3 000 francs CFA. Ça te fait 69 millions que tu dois engager juste pour sécuriser ta voix sur l'ensemble du territoire, sans compter les 25 millions qu'on te demande, sans demander le parrainage des élus communaux. Tout ça, ça s'achète. Donc, au lieu de résorber le problème, au lieu de trouver des gens intègres et de limiter le nombre de candidats, on crée un système dans lequel eux-mêmes cautionnent
cette corruption et cette mauvaise gouvernance. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Docteur Traoré, monsieur Bokoum nous parlait tout de suite en fait d'une expression que nous sommes tous acteurs de mars 91. Je ne dirais pas nous tous, parce que nous avons des enfants quand même qui sont nés le jour même du 26 mars 1991. Ils ne sont pas comptables de ce qui s'est passé quand même. Alors, qu'est-ce que nos démocrates alors ont pu avoir pour le développement, pour la réussite, pour l'éducation, pour la santé de ces enfants-là qui sont nés à partir de mars 91? En écoutant les uns et les autres, je me demande si nous sommes une démocratie ou nous sommes une démocratie. Parce qu'il faut se poser la question. La maturité de notre démocratie par rapport aux enjeux actuels. Est-ce que nous avons été suffisamment formés? Nous avons pris le vent de la démocratie avec quelle mentalité? Est-ce que nous étions aussi en déficit d'une certaine reconnaissance? La question de la visibilité, de la représentativité revient à ce niveau. Parce que la démocratie a eu comme principal outil la presse. La liberté d'expression. Cette liberté d'expression, il y a des hommes politiques qui ont su l'exploiter. Cette visibilité n'est pas souvent égale à la représentativité qui se confère. Donc, ils se font passer comme la nation, au lieu d'être le représentant de la nation. Parce que représenter un peuple qui souffre, représenter un peuple qui est pauvre, et représenter un peuple qui n'a plus le rêve, et ensuite dormir tranquillement, ça pose énormément de problèmes. Par exemple, si nous prenons l'éducation qui nous est chère, force est de constater qu'on n'a pas pu suivre l'urbanisation. L'enseignement public est passé carrément à côté. Et maintenant, nous confions la formation de nos enfants à certaines structures privées qui transforment des maisons en salles de classe. Parce que tout simplement, à un moment donné, on n'a pas pu anticiper. On n'a pas pu avoir un développement avec une vision globale de ce que nous avons. On a eu à faire des quartiers flambant neufs à Bamako. On a eu à faire quand même un programme d'urbanisation qui a oublié les préoccupations de la question de développement. Par exemple, la question de l'immigration, peut-être je vais me permettre de me glisser sur le terrain de mon cher Diko. Et à ce moment, le pays ne fait plus rêver les jeunes. Tout le monde cherche à partir. On n'a plus de modèle. À un moment donné, on était dans une dynamique, par te construire, par te reconstruire, pour revenir encore avec ta connaissance, avec tes acquis, pour reconstruire l'unité nationale. On n'est plus dans cette dynamique. Donc, rien n'est référencié, rien n'est cadré. Donc en ce moment, c'est la dérive pour celui qui sait parler, qui ne représente souvent absolument rien du tout. Merci, docteur Traoré. Monsieur Sango, alors les enfants qui sont nés en 91 ont 27 ans, ils ont voté 2 fois déjà. Voilà, ils ont contribué à faire 2 présidents, ou ils auront contribué à faire 2 présidents. Alors, nos présidents ont quoi vraiment pour eux, au-delà des discours et des promesses? Je pense que le constat est général. Si vous faites le tour de la table, vous allez trouver que nous avons tous les mêmes avis. Mais moi, j'aurais voulu que vous m'adressiez la question précédente, que c'est quoi l'échec de l'avènement de la démocratie? Je me dis que l'échec fondamental, c'est le manque de management de ceux qui, pour l'essentiel, l'avènement de la démocratie était destiné. Par exemple, les jeunes qui étaient nés, qui devaient être aujourd'hui au pouvoir, ou sinon dans les sphères du pouvoir. On aime très souvent prendre l'exemple du Rwanda sur le Mali, et sans dire que le Rwanda ne vaut pas plus que Kati. Et le Mali fait 1 240 000 km. Ce n'est pas le même management, ce n'est pas la même population, ce n'est pas la même mentalité. Donc on se trompe de jugement. Aujourd'hui, je fais partie des gens qui pensent qu'on doit se tourner vers l'avenir et que l'époque de 90, la mentalité de 90, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. Et dans la majeure partie des pays qui nous entourent, les premiers dirigeants sont dans la soixantaine. Disons que dans 5 ans, un président qui a 60 ans va s'adresser à un président français qui a 28 ans, 25 ans. Entre-temps qu'il se trouve la réponse, il va demander à ses conseillers. Alors que si on a le défi
qu'on se lance aujourd'hui, dans 5 ans, dans 6 ans, d'avoir des présidents qui ont moins de 40 ans en Afrique, quand un président français s'adresse à moi en tant que chef d'État, je sais le répondre sans me référer à mes conseillers. Quand un président français parle aujourd'hui à un président malien, il faut qu'il se réfère. Mais quand vous dites qu'il est temps que nous nous tournions vers l'avenir, moi je me dis déjà de la vie politique en fait de ces acteurs de mars 91, peut-on dire qu'à partir de ce scrutin, alors nous pouvons dire bye bye à toute une génération? Et Robert, permettez-moi que je sois dans cette position parce que moi je suis naturellement de quelqu'un qui me dirige vers l'avenir. Okay. C'est-à-dire que je me dis voilà, je me dis pas il faut que je trouve la solution aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire de tout ce qui s'est passé de 90 à aujourd'hui, notre époque c'est maintenant. Qu'est-ce que nous allons en faire? Parce que dans 20 ans, nous aussi nous serons jugés. Nous aurons tous atteint 60 ans. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à dire en 90 ça s'est passé comme ça, ils ont fait ça. Entre-temps, c'est une diversion. Nous sommes divertis. Entre-temps, en France, on désigne des présidents à 39 ans. Et dans les autres pays, 38-40 ans. Et nous allons continuer à dire c'est les gens de 90, c'est machin, tout ça là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que dans 10 ans, ceux qui auront déjà été dans la sphère du pouvoir il y a 5 ans, 10 ans, puissent être les leaders politiques de demain. Oui, mais justement, c'est là ma question, M. Sango. Ce que nous allons faire, ce que nous allons faire fera quoi? Est-ce que ça fera partir toute une génération ou bien ce que nous allons faire va garder cette génération-là? Ce que nous allons faire, Robert, c'est d'abord la persévérance et de savoir d'abord que nous sommes à l'école. Parce que ce qu'on constate très généralement, c'est que nous jeunes, nous trompons de notre époque. Certains pensent aujourd'hui que je peux haranguer une foule de 26 000 personnes et que je suis apte à diriger ce pays. Ce n'est pas notre époque. Il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas en Belgique et qu'il y ait un moment où les jeunes viendront au pouvoir. Mais ce qui est nécessaire à faire, c'est de comprendre qu'il faut qu'on soit persévérant et comprendre que dans 10 ans, ce pays nous reviendra. D'accord, merci. Ou sinon, dans 40 ans, nous allons être jugés. Qu'est-ce que nous avons fait? D'accord, merci M. Sango. M. Bokoum, la génération actuelle, alors, par rapport à ce que nous allons faire, après ce vote, elle reste ou elle part? C'est-à-dire ce qui est important, ce qui serait important de comprendre aujourd'hui, c'est que déjà que nous pouvons poser le problème de façon sereine pour prétendre avoir trouvé une solution. C'est là où je me porte un peu en porte-à-faux avec M. Sango quand il prend le cas du Rwanda. On le dit généralement, celui qui vole un œuf volera un bœuf. Donc le problème, ce n'est pas de voir la taille du pays. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne ou faire des études académiques pour comprendre qu'il ne faut juste pas voler son pays, qu'il faut juste être honnête. C'est-à-dire les principes de base de la démocratie, c'est pas des grandes écoles, c'est pas que nous sommes à l'apprentissage. Ça, c'est une fuite en avant. Les intellectuels ont suffisamment bien maquillé ce problème de démocratie et de développement pour se cacher derrière des grandes théories. Il faut aller de façon basique et très simple. Le citoyen lambda est capable de comprendre que dans les relations, il faut être honnête, qu'il faut être propre, qu'il faut être loyal, qu'il faut être sincère et il faut dire la vérité. En réalité, dans ce pays, nous ne parvenons pas à nous regarder en face et à nous dire la vérité. C'est ça qui est dramatique. Pour pouvoir développer un pays, il faut d'abord qu'on se projette. D'abord, aujourd'hui, le Mali, qu'est-ce que nous voulons? Quel type de Malien nous voulons? Quel type de jeunesse nous voulons? Quel genre de développement nous voulons? Ça, c'est des réflexions stratégiques que nous devrons poser de façon sûre. Et ça, il faut que tous les Maliens se parlent. Alors, si nous partons dans un contexte où aujourd'hui tout le monde est d'accord que dans 50 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans, voilà le bord que nous voudrions atteindre et quelles sont les méthodologies que nous allons mettre en place pour les atteindre. Donc, il y aura l'unanimité autour de ce processus. Maintenant, les candidats vont grignoter dans ce programme global, donc il n'y aura pas une déviation. Aucun président ne peut réussir le programme auquel il prétend en 5 ans. C'est impossible. Même si on lui donnait 20 ans, aujourd'hui le président qui est en place, on lui donnerait 20 ans, il n'aurait pas pu réaliser ce qu'il prétend réaliser. C'est impossible. Donc il faut une projection d'ensemble. Cela va permettre effectivement de prendre tous les compartiments. L'éducation, la santé, la justice, qui est essentiel, ce qu'il vient de toucher, c'est capital. Parce que le Mali, le vrai problème aujourd'hui, c'est que la justice sociale est mise sous parenthèse. Aujourd'hui, quand vous cherchez de l'emploi, il faut que vous soyez le parent de quelqu'un.
pour que vous puissiez aller dans une bonne école, il faut que vous soyez capable de payer cher ou que vous ayez un parent qui vous paye cher. Donc il y a un problème. Donc ça veut dire que le public n'a pas accès aux besoins et aux services de base. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une injustice. Et l'État étant une continuité, donc toutes les tares de l'ancien régime ne sont pas résorbées par les dirigeants actuels. Donc c'est une fuite en avant qu'on est en train d'organiser. Donc au lieu de parler chaque fois d'élections et d'aller à des présidents qui ne seront jamais capables de réaliser les programmes auxquels on nous fait rêver, parce que le principe démocratique suppose qu'on a un programme, donc du coup nous sommes séduits par les programmes, parce que nous avons un baromètre prétendu pour pouvoir les juger, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils utilisent le pouvoir exactement comme ils veulent, parce qu'il y a la machine qui écrase tout le monde. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir aujourd'hui un programme, mais d'avoir un programme réalisable, pratique et pragmatique. Et cela ne peut se faire que si nous nous parlons réellement, qu'on écoute le peuple, qu'on comprenne réellement quels sont les besoins essentiels, et il faut aller à l'essentiel. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'endetter, de prendre des milliards à gauche et à droite, il faut juste arrêter la saignée de la corruption et mettre l'argent où il le faut. Et je pense que ça peut bien marcher. Et cette génération à laquelle il fait allusion, si aujourd'hui, autant que nous sommes, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux générations, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la génération des 90. Parce que nos enfants, en fait, c'est le fruit de ce que nous en avons fait. Et si nous sommes de la pourriture, rassurez-vous que nos enfants seront plus pourris que nous. Voilà, donc il faut qu'à un moment donné, que nous et nos enfants, nous nous asseyons, qu'ils nous disent, bon, vous qui êtes nos papas, vous vous êtes trompés sur tel ou tel élément, et qu'est-ce que nous faisons pour notre avenir? En ce moment, c'est les enfants qui nous parlent, et nous devons les écouter et les orienter, les conseiller. Mais à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. D'accord. Merci, monsieur Dicko. Et cette année, exceptionnellement, les Maliens ont vraiment peur. Ont peur de l'après-élection. Alors, ils ont peur de quoi et pourquoi, selon vous? Alors, la peur, c'est un phénomène qui a tout le temps existé, qui va continuer d'exister, mais lorsque le contexte sécuritaire change et que, surtout que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'incertitudes, c'est toujours les mêmes acteurs, comme ils l'ont dit, les uns et les autres, qui viennent, qui tiennent les mêmes promesses, mais c'est toujours le même gouvernement. C'est finalement un jeu de chaises musicales. Ils ont peur parce que 2013, nous tendions pratiquement vers la scission du pays. Et la situation sécuritaire l'insécurité était circonscrite dans les 3 régions du Nord. Maintenant, l'insécurité a touché l'ensemble du pays. Donc la situation s'est gangrénée et finalement la psychose elle est pratiquement généralisée. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que les gens se posaient des questions, est-ce que les élections on les fera ou on les fera pas? Ils ont peur parce que c'est toujours les mêmes depuis 91, donc la même vieille classe politique, une sorte de mafia bourgeoisie comprador, donc qui se passe la main, ça et là, donc qui contrôle le système. Et donc finalement, les gens se disent, mais dans ces conditions-là, comment émerger? Et Tchemoro a eu la finesse de toucher un aspect, c'est que lorsque on sait qu'ici ça ne va pas, on est tenté d'aller voir ailleurs. Et comme malheureusement les médias vendent une image de l'Europe, l'Eldorado et l'Afrique, l'enfer, où il n'y a que la famine, la guerre. Et donc, même au-delà de ça, au quotidien, on voit que c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et qui sont formés dans les bonnes écoles. Et que finalement, la paupérisation de nos populations est une réalité. Que l'accès aux services sociaux de base, c'est vraiment quelque chose qui doit être banal, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand bien même que les services publics existent, ils sont d'une certaine manière accessibles par la voie de la corruption. Je donne un exemple, vous allez à la mairie, vous voulez légaliser un papier, on vous dit que le maire il est en réunion, mais vous pouvez voir. Voir, ça veut dire que vous donnez un peu, si vous donnez un peu, on va avoir dérangé le maire. Mais depuis quand on dérange un maire, il a été élu pour ça. Et ça, la corruption quotidienne, elle est devenue en fait culturelle. Si bien que quand vous avez la chance d'être nommé à un petit poste, c'est tout le monde qui vient vous voir, chacun veut avoir sa part. Et d'ailleurs, lorsque vous refusez la corruption, on vous traite de maudit, on vous dit, mais vous seul, vous pensez que vous pouvez changer la chose. Donc finalement, l'homme est devenu un homme perverti. Donc la mutation des valeurs, elle est devenue telle, enfin, elle s'explique par plusieurs raisons. Mais nous sommes dans une société qui est devenue une société pratiquement chauve-souris. Nous nous glorifions d'un passé que nous ne méritons pas véritablement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, je pense, nous sommes très peu dignes. Nos valeurs. Je pense que nous sommes nos très valeurs peu. ne nous garantissent plus la paix, la sécurité. Voilà, c'est de cela que nous avons peur.
Je pense que nous avons peur du fait que c'est qu'il y a la question des valeurs, les valeurs se sont effritées et nous tendons vers l'occidental. Mais sauf que nous sommes devenus des chauves-souris. Nous ne sommes ni l'occidental et nous ne savons pas d'où nous venons. Et dans certains cas, dans certains discours fleuves, on peut se glorifier de Sundiata Keita, de Firoun, de tous ces trucs. Mais eux, ils étaient des hommes honnêtes qui ne détournaient pas les sous de leur État et nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on aime se glorifier, se prendre comme repère ces anciens, mais nous sommes tout à fait le contraire dans nos comportements quotidiens de ce que nos ancêtres ont été. Et finalement, quand on regarde nos enfants, ce que nos parents disent, ils disent les enfants d'aujourd'hui. Mais ce qu'ils oublient, les enfants d'aujourd'hui sont les enfants des pères de maintenant. Si les pères de maintenant ne sont pas bons et que nos valeurs en fait n'arrivent pas à... On sait que nos parents nous disent qu'il ne faut pas voler, mais lui-même il vole. Et d'ailleurs il s'associe au vol, à ces mécanismes-là. Il dit de ne pas faire du clientélisme, mais lui-même il le fait. Et donc au quotidien, il y a un déphasage entre le discours et la réalité. Donc les gens ont peur de ça. Mais au-delà, les gens ont peur que finalement, nous n'ayons même plus un pays. Parce que quand on regarde le saupoudrage de la vérité dont parlait beaucoup, on a l'impression que tout va bien au Mali. Que ce soit l'opposition, la majorité, peu importe tout le monde. Pendant 5 ans, on a laissé la situation d'une certaine manière se pourrir. Au centre, parce qu'on a vu les choses venir. Et il y a des séries de réunions auxquelles moi personnellement j'ai participé. Il y a des rapports que je peux montrer à qui des droits. Nous avons prévenu, alerté avec qui des droits, mais en ce moment-là, on n'a pas été écoutés. Le Nord, c'est pareil. Et aujourd'hui, le tissu est décousu. On arrive à des simples problèmes liés à des compétitions des acteurs autour de ressources qui s'amenuisent. Donc, entre différentes communautés, on arrive à ethniciser le conflit. Et donc, finalement, ce socle de vivre ensemble qui avait été bâti grâce aux relations au mariage intra-ethnique, arrive aujourd'hui à se dissiper et finalement on arrive à définir l'altérité, à dire eux et nous, donc les Peuls, les Bambara, les Peuls et les Dogons. Or, il ne peut pas y avoir de problème entre les Peuls et les Dogons et les Peuls et les Bambara. Le problème c'est qu'à un moment donné, certains acteurs politiques qui sont au pouvoir n'ont pas su juguler les crises, on a laissé les choses pourrir et c'est là où en vient la question de la justice. Vous savez bien que... D'accord, docteur, nous allons un peu évoluer parce que si je vous laisse, alors là nous allons passer toute la nuit ici. Docteur Traoré, dites-nous de quoi les Maliens ont peur et pourquoi selon vous? Les Maliens ont encore fraîchement les événements de 1968. Les Maliens ont encore en tête les événements de 1991. Les Maliens pensent encore aux événements de 2012. Donc on a vu qu'est-ce qui s'est passé. On a vu qu'il n'y avait pas eu de justice après. Il n'y a pas eu d'égalité en termes de qui a donné l'ordre de tout ça. Donc, les Maliens ont peur de ces événements. Donc, aller aux élections avec beaucoup d'interrogations aussi pousse logiquement les Maliens à cette question. Mais n'oublions pas que nous sommes une nation aussi forte. Nous sommes une nation très forte. Ce qui nous est arrivé durant les années précédentes, si c'était arrivé à d'autres nations, ils allaient s'effondrer. Parce que nous parvenons jusqu'à présent à sauver l'essentiel. Nous ne tombons pas dans les histoires de clivage ethnique. Nous ne tombons pas dans les histoires régionalistes jusqu'à présent. Donc ce qui fait que la résilience des Maliens peut être aussi une bonne base de reconfiguration ou de refondation de l'État pour qu'on puisse aller en avant. Pour que être malien ne puisse plus être synonyme de peur, ne peut pas être qualifié aussi d'abandon et que la justice sociale sera pour tout le monde. Donc, logiquement, posons-nous dans ces cas les bonnes questions. Ce qui nous est arrivé dans les 3 régions du Mali contiguës, on peut avoir des États ailleurs, géographiquement. Nous venons aussi des 3 empires. On a eu 3 empires sur notre territoire. On a eu des entités en termes de royaumes. Donc tout cela faisait en sorte que cette population a eu une capacité de résilience par rapport au conflit. Mais maintenant, c'est à nous, les générations actuelles et les intellectuels de ce pays, à être capables quand même à mettre en place des filets, plus ou moins
équilibré pour qu'on puisse avoir moins de pertes. D'accord, d'accord. Merci, docteur Traoré. Monsieur Sango, docteur Traoré vient de parler de ce qui s'est passé en 68, de ce qui s'est passé en 91, de ce qui s'est passé en 2012. Toujours est-il que ce sont les jeunes du Mali qui sortent et qui trouvent la mort et qu'on va appeler plus tard les martyrs. Nous voyons comment alors ces martyrs-là sont traités plus tard. Est-ce que le jeune malien d'aujourd'hui est encore prêt à être martyr de quelqu'un? Je crois que je dois déjà me réjouir d'appartenir à cette époque maintenant, parce que les jeunes d'aujourd'hui savent faire la différence entre le fait d'être manipulé par un politicien et il sait que l'État a le monopole de la violence légitime, parce qu'il ne va pas se mettre devant des dangers pour que garantisse une certaine notabilité à un politicien. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, il est vraiment encourageant d'appartenir à cette génération. Maintenant, notre pays a, comme il l'a dit, M. Tchomogo, a cette particularité de transcender quand il le faut les contingences politiques et les trajectoires politiques. Nous avons vu, et si quelqu'un décède sur ce plateau, qu'il me le rappelle, le seul pays au monde où la contestation sur la révision constitutionnelle a eu l'ampleur qui s'est passée au Mali et qu'il n'y a pas eu même un seul blessé. Il faut le dire, quand on dit qu'il y a eu tel ou tel moment, il faut dire aussi ce qui a marché. C'est très important. On ne me dirait pas un seul pays au monde où il y a eu une contestation sur une révision constitutionnelle avec moins de dégâts qui s'est passé au Mali, on ne peut pas me le dire. Donc le jeune a aujourd'hui une certaine conscience qu'il faut qu'il ne soit pas martyr pour quelqu'un qui n'a pas, comme on l'a dit, l'inquiétude qu'il puisse garantir les idéaux pour lesquels il s'est donné la mort. Merci. Merci, Monsieur Sango. Mesdames, Messieurs, vous êtes bel et bien sur Africable Télévision et c'est la soirée électorale. Nous sommes sur ces panels intitulés l'après 29 juillet et nous avons comme débatteur ce soir Monsieur Brahima, Dr Brahima Eli Diko, sociologue, Monsieur Aliou Amadou Sango, spécialiste en communication des institutions, en compagnie également de Monsieur Boubacar Bokoum, analyste politique, et du Dr Tchemoko Traoré, enseignant-chercheur. Monsieur, il ne nous reste plus que 8 minutes, donc 2 minutes pour chacun de vous sur une question et un appel à l'endroit de la nation. La question est, qu'est-ce que vous demanderez, vous, alors aux candidats et aux Maliens, et quel est votre appel, Monsieur Bokoum? Donc, ce que je demanderais aux candidats, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut que les candidats soient plus sereins, qu'ils appellent leurs militants au calme. Nous savons que le jeu n'est pas équilibré du tout. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Celui qui détient les rênes du pouvoir ne va pas avec les mêmes chances que ceux qui viennent pour une première fois sur l'échiquier politique. Donc, il va sans dire qu'effectivement, au président à venir, il faut essayer de réviser la loi électorale qui, de mon point de vue, n'est pas du tout équitable. Le temps de campagne est minime, 21 jours pour battre campagne pour quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir gouverné pendant 5 ans, c'est pas évident. 25 millions, c'est énorme pour les citoyens maliens. Ce n'est pas une méthode pour dire qu'on réduit le nombre de candidats. Il faut trouver d'autres mécanismes qui seront plus démocratiques, qui seront plus équitables pour effectivement qu'on ne se retrouve pas face à une pléthore de candidatures. Et ceci étant dit, il est évident aujourd'hui que le Mali est menacé par une guerre civile. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. C'est une guerre civile ou un génocide qui est en cours au Mali aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Contrairement à mes deux collègues qui ont parlé de ressorts dont dispose le Mali. Mais c'est beaucoup plus que 45 secondes maintenant. Je vais aller très vite. Les ressorts, aujourd'hui, on est en train de les perdre. On est tombé carrément dans le repli identitaire. Dès lors que au niveau de l'administration territoriale, on permet de créer des associations de Peul, de Soreille, de je ne sais pas quoi, on a fait un système dans lequel on est tombé dans le repli identitaire. En 90, j'aurais
eu peur que les gens ne se tuent, parce qu'il y a le cousinage et tout ça, le brognard et tout ce qu'on a comme valeur, mais qui aujourd'hui n'est plus en train de fonctionner. Il faut qu'on fasse attention. C'est dans les mots, mais dans les faits, on a perdu beaucoup de choses. Il faut être très vigilant maintenant. Trouver des mécanismes pour les restaurer, oui, c'est des valeurs qui sont réelles, mais aujourd'hui, on est en train de les perdre. Votre appel à l'endroit des candidats, des électeurs. Mais je dis juste qu'il faut être serein. On ne souhaiterait vraiment pas aujourd'hui que le Mali tombe dans une crise post-électorale. On a besoin de stabilité, le pays va déjà très mal. Et il ne faut pas que pour un fauteuil, qu'on remette en cause la petite stabilité que nous avons. Je pense qu'il faut donner la chance à celui qui va passer aujourd'hui, même quand bien même nous savons que c'est entaché, c'est pas aussi que ça. Il faut valider ça pour qu'on aille à autre chose. Merci. J'appelle tout le monde à plus de sérénité. D'accord. Merci beaucoup, M. Sango. Moi, j'ai deux choses à dire. En fait, il ne faudrait pas que notre pays se dise que c'est la fin. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de crise avec 3000 morts. Aujourd'hui, ils sont la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. On peut encore réussir. On peut transcender et puis avoir un avenir meilleur pour ce pays. Deuxième chose, je vais aller très vite, c'est que à tous ces jeunes qui sont dans les états-majors politiques, qui sont dans l'élite professionnelle, dans 10 ans, dans 5 ans, on fera le bilan. Mais 10 ans, 5 ans commencent aujourd'hui. Celui qui doit bien se tenir, doit se tenir aujourd'hui. Celui qui doit bénéficier de la confiance de la population, c'est aujourd'hui qu'il doit commencer à le faire. 10 ans, 5 ans, c'est aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura pas un président qui a 70 ans. On aura un président qui a 39 ans, 40 ans. Et ça commence aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on se trompe d'époque. Nous sommes encore à l'école, mais dans 10 ans, ce sera un jeune qui dirigera ce pays. Et ceux qui veulent bien se tenir, n'ont qu'à se tenir dès maintenant. Merci, M. Sango. Dr Diko. Bien, moi je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé un débat sur cette thématique d'intérêt. Maintenant, mon appel à l'endroit des candidats, c'est vraiment de mettre le Mali au-dessus de tout, parce que nous n'avons que le Mali. C'est d'être plus responsable quand c'est vraiment la responsabilité de tous les acteurs, à la fois de ceux qui vont proclamer des résultats, d'éviter des tripatoyages, sinon l'histoire retiendra qu'ils ont fait ça, nul n'est éternel. Il faudrait que tous les acteurs aient conscience que à chacun son heure de gloire et à chacun son heure de décadence. Il faut savoir partir quand c'est possible de partir. Il y a eu la génération de l'indépendance. Ils se sont reposés. Et il est temps que la génération qui a fait venir les acteurs du mouvement démocratique 91 aussi se repose et qui laisse aussi la place à d'autres. Bien entendu, la nouvelle corde se noue au bout de l'ancienne. Il ne s'agit pas de faire table rase de tout ça, parce que parmi les jeunes, il y en a qui sont aussi pervers que les anciens. Parmi les anciens, il y en a aussi qui sont bons. Donc il s'agira, je pense, de mettre le Mali au-dessus de tout, de co-construire le Mali, parce que c'est tout ce qu'on a. Merci bien. Merci beaucoup, Dr Diko. Dr Traoré. Ça fait peur souvent d'écouter beaucoup. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est ici. Je suis intimement convaincu qu'être malien, c'est une grande fierté après. Docteur, le micro dans la bouche. Je suis convaincu qu'être malien, 29 juillet, c'est une grande fierté pour nous quand même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons l'obligation de ne pas rebeller les uns contre les autres. Docteur, le micro. Oui, nous avons l'obligation de ne pas rebeller les uns contre les autres. Le développement n'est pas générationnel. On aura toujours besoin des plus expérimentés que nous. Être président de la République, c'est une façon de changer. Mais il y a plusieurs façons de changer le pays. Donc, ne résumons pas nos actions à ce poste. Allons-y loin. Qu'est-ce qui fait souvent que nous sommes déçus des comportements des politiques? Parce que nous avons du mal à discerner l'éthique normale et l'éthique politique. L'éthique normale dans nos sociétés, c'est la parole donnée, l'honneur, respecter tes engagements. Mais l'éthique politique, c'est tout à fait le contraire. C'est les alliances de circonstances. D'accord, docteur. Votre appel vraiment à l'endroit des candidats, à l'endroit des électeurs. C'est mon appel à l'endroit des candidats. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix, il faut y aller vite. Oui, on est pris par c'est parce qu'on a le cocktail sous-développement et insécurité était un mauvais cocktail. À un moment donné, œuvrons tous pour une paix, pour que nos martyrs puissent avoir un sommeil mérité dans le cimetière.
Merci. Merci beaucoup, merci vraiment. Mesdames, Messieurs, c'est la soirée électorale sur Africable Télévision et nous étions sur le premier panel l'après 29 juillet, donc l'après-vote, et nous étions là ce soir avec Dr Brahima Elidiko, sociologue. Nous étions également avec Monsieur Aliou Amadou Sango, spécialiste en communication des institutions. Nous avons le plaisir également d'avoir reçu Monsieur Bouakar Bokoum, analyste politique, et Dr Tchemoko Traoré, enseignant, chercheur. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, ce n'est pas fini. La soirée continue jusqu'à 1h, 2h du matin. Tout de suite, après nous, il y aura un autre plateau, cette fois-ci avec Albertine, sur les grandes tendances, les reportages, les interviews. Alors, restons toujours ces grands Mali. C'est Mali qui a besoin de chacun de ses fils. Restons ces Mali de paix, ces Mali d'unité. Le Mali c'est hier, le Mali c'est aujourd'hui, le Mali c'est bien demain. Et si nous devons mourir, mourons d'une bonne mort et d'une mort véritablement patriotique. Merci à vous, merci vraiment.